Le tirage de l'ATP Finals est tombé en ce début d'après-midi et le moins qu'on puisse dire c'est qu'on a une différence significative entre les deux groupes, le groupe rouge et le groupe vert. Certains fans de Novak Djokovic sur Twitter se sont empressés de crier au coup monté. C'est la première fois de leur vie d'ailleurs qu'ils le font, hein, les fans de Novak qui sont pas très connus pour ça. Alors évidemment là, Rafa, quand on voit ce groupe, on peut se dire, malgré son état de forme, il y a moyen de sortir de la poule. Nous allons donc traiter de ce tirage en vidéo, mais on va utiliser un angle quelque peu original. J'ai choisi de sortir 3 joueurs spécifiquement, Novak Djokovic, Daniil Medvedev et Rafael Nadal, et de les associer à leurs problèmes actuels, qui sont des problèmes que les joueurs de tennis ont souvent à affronter en fin de saison, et même en fait tout au long de leur carrière. Et justement, on attaque avec le premier joueur. El primero jugador de la vidéo es Novak Djokovic. Donc le joueur serbe qui a connu une saison 2022 assez hachée, ça vous le savez, une saison qui a été commencée à Dubaï fin février. Il a joué au total 45 matchs sur l'ensemble de cette saison, c'est la deuxième saison la moins prolifique dans sa carrière, et surtout il a joué simplement 3 matchs sur dur extérieur, qui est habituellement, historiquement, sa surface favorite. On a beaucoup évoqué, pour parler de Novak Djokovic en 2022, ces 2 grands chelems manqués, à l'Open Australie d'abord et à l'US Open, mais il ne faut pas oublier qu'il a également raté 4 Masters 1000. Donc on est sur un total de 8000 points potentiels, si on additionne tous ces tournois manqués, ce qui fait qu'actuellement son classement n'est pas forcément représentatif de son niveau, mais ça c'est à limite un autre sujet. Il faut remonter à 2017 pour retrouver une saison plus faible en termes de volume de rencontres, et c'est à l'époque où il avait tiré un trait sur sa saison 2017 après Wimbledon. Il avait finalement subi une opération et il était revenu ensuite en 2018 avec la victoire à Wimbledon qu'il avait totalement relancé. Mais le véritable sujet qui va nous intéresser dans cette vidéo sur Novak, ce sont ses problèmes de concentration. Alors personnellement, j'ai commencé à noter chez Novak des premiers signes de déclin par rapport à sa concentration en 2021. Ça paraît paradoxal, vous vous dites peut-être. C'est un joueur qui a remporté 3 majeurs en 2021, qui est passé à un match simplement de faire le grand chelem calendaire, mais c'est une saison, je trouve, qui a marqué une petite rupture à ce niveau. On se souvient de l'épisode de Roland Garros, contre Musetti, mené 2-7-0, mais surtout la finale contre Stefanos Tsitsipas, mené encore une fois 2-7-0. Dans le deuxième set, il est cramoisi, il est bouilli, il est tout rouge. On se dit, mais il va exploser en 3-7, c'est pas possible. Il fait une petite pause, il revient, il retourne complètement Stefanos Tsitsipas, même s'il y a encore une belle résistance de la part du joueur grec dans la 5e manche. Et ce sont des problèmes de focus, de concentration qui se manifestent peut-être plus en 2-7 gagnants, parce que vous avez moins le temps de retourner les matchs. On se souvient de ce qui s'était passé notamment aux Jeux Olympiques en demi-finale contre Alexander Zverev. Il mène assez tranquillement 1-7, un break, et il va se faire complètement retourner. À ce moment-là, il y a aussi évidemment un critère physique à noter. Il était peut-être un petit peu bouilli de son début de saison, et il avait encore dans l'objectif d'aller remporter un 4e majeur en 2021, mais je trouve qu'on a vraiment un pattern significatif chez Novak actuellement. Alors ok, ça a toujours été le cas chez ce joueur, mais j'ai l'impression qu'il a encore plus maintenant besoin de créer une réaction. Il a besoin de se mettre en difficulté, il a besoin de se mettre dos au mur, de perdre un premier set en majeur, pour se mettre dedans, utiliser l'énergie du public, voir voilà, comment les choses se situent, analyser son adversaire. C'est peut-être également la technique de Floyd Mayweather, qui était un boxeur très défensif, attentiste sur les premiers rounds, et ensuite progressivement il ciblait les failles de son adversaire, il appuyait dessus et il finissait par remporter tous ses combats. On a également ce qui s'est passé à Bercy, et une stat super étonnante pour Novak, 7 balles de break contre ses adversaires sur l'ensemble du tournoi, et il en a sauvé aucune. Il y a 7 sur 7, c'est tout à fait incroyable comme statistique. Et puis on a également une mauvaise gestion des moments clés qui peut-être être imputé à son manque de compétition, c'est une possibilité, mais les matchs contre Stefanos et contre Rune également en finale, au début du 2e set, il a des opportunités, il les fait pas, et ensuite il y a un véritable retournement, il n'arrive pas à maintenir sa concentration. Et pour terminer sur Novak, je pense que voilà, c'est vraiment un ressenti personnel, mais j'ai l'impression que c'est un jeu chez Novak qui est tellement cérébral, qui est tellement réfléchi que ça lui demande une concentration, je trouve, décuplée par rapport à l'ensemble des joueurs. Il a vraiment besoin de comprendre, d'analyser ce qui se passe sur un court. Il a compensé son style habituel de barbelé avec un service amélioré, un relâchement aussi, je trouve, de plus en plus manifeste chez ce joueur. Mais toujours est-il que l'âge... c'est pas quelque chose que tu peux combattre, il aura 36 ans d'ici quelques mois, et la vieillesse finira bien par le rattraper.
Basculons sur le deuxième joueur, Danil Medvedev, qui a vécu une saison compliquée. Alors, c'est ce qu'on peut dire, hein, je pense, par rapport à Danil. La guerre russo-ukrainienne qui a peut-être marqué son esprit. C'est difficile de passer outre, hein, pour les joueurs russes. Et puis bon, ils ont été interdits de Wimbledon pour cette raison, pour leur nationalité. Mais surtout pour Danil, il y a un événement fondateur dans cette saison, c'est la défaite contre Nadal à l'Open Australie, qui a véritablement changé, je pense, sa manière de jouer, son appréhension globale des événements, comment il se situe presque en tant que joueur de tennis. Il a dit ensuite, après cette défaite, j'irai plus que dans les endroits où je serais désiré. C'était pas des paroles en l'air, hein, c'était des paroles qui avaient beaucoup de signification. On l'a un petit peu retrouvé quand même à Vienne, j'ai trouvé, avec un joli titre. Mais dans l'ensemble, quand on regarde, hein, le match contre ADM, c'était à Paris-Bercy, un grand Danil doit remporter cette rencontre en 2 manches sèches. Et là, il se retrouve embarqué dans un thriller, il finit par perdre la rencontre. Et on a quelque chose de très visible chez Danil, si vous regardez bien ce joueur depuis plusieurs années. Je trouve qu'il a des difficultés désormais à convertir les énergies négatives en ressort motivationnel. C'est beaucoup plus difficile pour lui de faire ce transfert, cette transition. C'était habituellement chez lui un ressort fantastique. On se souvient de l'été américain en 2019, mais même, il n'y a pas que ça. Enfin, toute sa carrière, et à partir surtout de cet été-là, hein, où il a commencé à devenir un top player et un contender en Grand Chelem, bah, c'est basé justement sur cette gestion un peu mal alpha, tenser ses adversaires quand il baille au Masters devant Yannick Sinner par exemple. Cette distance, mais aussi ce feu intérieur. Et j'ai l'impression que quelque chose s'est un petit peu éteint chez Danil. Cette saison, on a plein d'exemples qui attestent de ce constat. On a la finale à Halle contre Hurkacz, on a la finale à Sertogenbosch contre Van Rijthoven. Nous avons également le match contre Tsitsipas à Cincinnati, celui à Indian Wells contre Monfils, qui était déjà un premier signal négatif, et ensuite ça s'est confirmé. Et je trouve également que sa qualité de service s'est un petit peu érodée cette saison. On a un joueur qui doit plus cravacher derrière ses services. Il y a des doubles fautes aussi dans des moments importants, essentiels, et ça montre également un joueur qui doute un petit peu. Pour boucler sur Danil, je trouve que l'une des forces qui l'a amené à la première place mondiale, c'était ce côté un peu Big Three. Il avait tendance à décourager ses adversaires, il remportait ses jeux de service super facilement en 45-50 secondes, ce qui lui permettait de conserver son énergie, hein, pour les jeux de retour, où il avait besoin d'énormément d'énergie, de motivation, parce qu'il commence les points, il est à 5 mètres de la ligne de fond, donc il faut pouvoir récupérer en termes de positionnement. Les services volés, ça marche de plus en plus contre ce joueur, même ADM s'est jeté au filet lors de leur opposition, donc c'est un joueur qui fait moins peur désormais à ses adversaires, et en plus là, il a un groupe pas facile. On bascule désormais sur le troisième joueur, le plus beau, le plus frais, le plus jeune, le plus sexy, Rafael Nadal, bien sûr, évidemment. J'en fais un petit peu trop, j'ai l'impression que oui. Rafael Nadal qui a montré des signes très inquiétants à Paris, il n'a pas envie d'être là, surtout dans le troisième set à 4-1 sur un changement de côté, il est dégoulinant à la tête basse pendant 45 secondes, il se pose des questions, il est là, qu'est-ce que je fous là en fait? C'est quoi le délire? Alors ça a rappelé un petit peu Rome, ce qui s'était passé à Rome, souvenez-vous également de la réaction de Rafa à Roland Garros juste après, donc on ne saurait présager de rien avec Rafa, on va y revenir d'ailleurs dans quelques instants sur ce petit constat. Un autre point qui m'a totalement sidéré, ce sont les derniers points, hein, qu'il a disputés sur son jeu de service à 5-1. Pas de routine chez Rafa, il a expédié ses services, il avait vraiment plus du tout envie d'être là, il était livide. Alors comme d'habitude, un Rafa à cette période de la saison, il a l'air un petit peu cramé, et il faut pas non plus sous-estimer les efforts titanesques qu'il a réalisés en 2022, l'Open d'Australie n'en parlons pas, à Roland Garros également, de devoir jouer avec cette épée de Damoclès au-dessus de la tête, à Wimbledon, il fracasse Fritz alors qu'il est complètement en vrac, on se demande comment est-ce que Fritz n'arrive pas à remporter cette partie, mais je pense que Fritz serait capable de perdre un match de tennis contre un mort, voilà. On est aussi obligé de basculer un petit peu sur le carnet rose, bien entendu, mais bon, Rafa qui est papa depuis quelques semaines, comme Danil d'ailleurs, qu'est-ce qui se passe en Australie? Vous avez des pulsions? Et cette paternité va peut-être tout remettre en question, hein, chez lui, c'est possible, alors là on en est encore loin, hein, mais il a souvent exprimé le fait qu'il serait papa simplement après sa carrière. Là on est quand même encore sur une fin de carrière, il n'a pas tout à fait terminé, et j'ai du mal à le voir arrêter avant les Jeux Olympiques 2024, hein, le tournoi qui se disputera à Roland Garros. Je crois que c'est un tournoi, il est pas si mauvais que ça, Rafa.
Malgré tout ça, je trouve qu'il y a quand même quelque chose d'important à ne pas faire, c'est de juger Rafael Nadal sur une fin de saison, sur la saison indoor, de se dire, ok, physiquement il a l'air cramé, il a l'air bouilli. Non, ce serait une erreur, il faut attendre impérativement toute la saison sur terre battue 2023. On refera peut-être un bilan sur Rafa à ce moment-là, voir si son état de fraîcheur physique et mental est toujours présent, et s'il a remporté un 15e Roland Garros, ça pourrait éventuellement aider, mais voilà, ne surtout pas jeter trop rapidement Rafa par-dessus la falaise. Ah non, non. Dernière partie de la vidéo, on se retrouve donc pour ce tirage truqué du Masters. Alors, le groupe vert, hein, on fait un petit détail, donc on avait Rafa, Ruud, Félix Auger-Aliassime et Taylor Fritz, et le groupe rouge, Tsitsipas, Medvedev, Rublev, Djokovic, donc vraiment une belle différence hein, sur les deux groupes. Pour faire mon petit pronostic, je vous propose un petit jeu, j'ai décidé de diviser en 4 catégories distinctes les favoris de cette compétition. Alors, dans le premier groupe, pour moi, il y a Djokovic et Tsitsipas, mais attention, ils sont justement dans le même groupe au Masters, donc ça peut éventuellement poser problème. Il va falloir se débarrasser de Daniil, qui justement, pour moi, est dans le deuxième groupe de favoris avec Félix Auger-Aliassime. Voilà, Medvedev, Félix Auger-Aliassime. Le troisième groupe, à mon sens, concerne Ruud et Nadal. Alors au début, je voulais mettre Nadal dans le quatrième groupe, car je suis un anti-Nadal, c'est bien connu. Ça fait plus de 3 ans que je suis sur YouTube. Je connais ce genre d'histoire. Anti-Nadal en novembre, anti-Djokovic en janvier, anti-Federer en mars, pro-Nadal en juin, enfin bref. Voilà, c'est en fonction des saisons, ça dépend. Et donc, on revient à nos petites pérégrinations. Dans le quatrième groupe, alors je dis groupe depuis le début, mais c'est mon groupe de favoris. Hein. Je pense que c'était pas du tout clair, hein. Vous êtes complètement perdus. J'ai l'impression, hein, vous êtes perdus, comme moi. Donc on a Rublev et Fritz, donc les joueurs qui sont pour moi pas capables de se remporter ce Masters. Du coup, nécessairement, bah, ce sera un des deux hein, qui va remporter l'ATP Finals. ATP Finals Masters, faudrait d'ailleurs commencer à trancher au niveau de la nomination de ce tournoi. Donc bravo à Rublev, bravo à Fritz. Ah, énorme.